Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Une des meilleures playlists que j'ai sur ma chaîne YouTube et qui me tient à cœur, c'est celle qui s'appelle YouTube l'envers du décor. Thomas Sirix a démarré une série de blogs où il raconte les actions, les exactions, le côté des vidéastes qui se passent derrière le rideau. Ça dénonce sec, évidemment de manière anonymisée, et c'est malheureusement grâce à cette anonymisation qu'il a cette liberté de parole et cette liberté de ton. Mais même si c'est anonymisé, on retrouve beaucoup de travers à gauche à droite, comme on a vu au sein de ces 7 derniers chapitres. On est au 8e chapitre et il va se tourner autour de la bienveillance des vidéastes et influenceurs. Alors évidemment, très important, si vous n'avez pas suivi le début, je vous invite tout simplement à regarder Dali Bourdin, Thomas Sirix, c'est l'envers du décor des youtubeurs. Et comme ça, vous pourrez regarder l'intégralité de ce qui s'est fait. Mine de rien, il y a déjà pas mal de vidéos. Autre chose, avant de démarrer sur ce 8e chapitre, Thomas Sirix entame... Alors, je ne sais pas si on peut dire ça, que c'est un reboot ou un remake. En gros, il reprend lui-même son propre blog et il le fait en vidéo, comme moi j'ai fait il y a quelques mois. Et donc là, il vient de sortir le chapitre 1. Voyez ça comme une director's cut, puisque de toute façon, c'est lui l'écrivain. Tout le mérite lui revient. Mais surtout, il donne plein de petits éléments croustillants qui ne sont pas dans les textes. Et ça mérite entièrement le revisionnage. N'hésitez pas à aller le soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à partager ses propres vidéos. Et nous, on se lance tout de suite dans le chapitre 8. YouTube, l'envers du décor, bienveillance. Jusqu'à présent, je me suis concentré principalement sur la malveillance des gens et du milieu de la création vidéo sur Internet. Rien d'étonnant pour des écrits qui visent précisément à en dénoncer les excès. J'aimerais toutefois apporter un autre regard sur cet univers, il serait hypocrite de prétendre que ce milieu serait strictement négatif. Bien sûr qu'on peut avoir de bons moments dans le milieu de YouTube, et même des petits instants magiques. Je ne le nierai pas, la question porte sur la balance, quel est le prix à payer, surtout que quand, comme moi, on fait plutôt figure d'outsider. Je n'ai jamais été un fan absolu de manga, bien que j'en ai apprécié. Je n'ai jamais été un hardcore gamer, le jeu vidéo n'est pas une religion, ni en admiration totale devant d'autres vidéastes, ni coach de musculation, ni spécialiste en maquillage. Au contraire, à mon arrivée sur YouTube, je nageais dans la naïveté. Plutôt qu'à devenir connu moi-même, je cherchais à créer de la synergie. Quand l'ensemble apporte plus que la somme des parties, et j'ai appris sur le tas les questions financières, fiscales, légales, administratives, etc. Là où le milieu favorise l'indépendance et l'individu, je voulais créer des groupes, des collectifs. Cela m'a d'ailleurs été reproché de manière particulièrement hypocrite par de grandes tirades. Oui, Sirix, il est méchant parce qu'il veut faire du fric. Alors même que les gens qui m'entouraient voulaient idéalement... J'en étais où ? Ils pourraient idéalement, pour la plupart, vivre de leur passion, et le font aujourd'hui pour certains. Ce qui, fort logiquement, induit le besoin d'une rentabilité. Et oui, on ne peut pas descendre l'initiative de quelqu'un qui vise à monter une structure rentable quand soi-même on veut clairement gagner sa vie sur les réseaux. Enfin, pas quand on est intellectuellement honnête. Et il y en a tout un panel de réactions à la création du collectif. Alors c'est un peu trop évasé, pas évasé, voilà, c'est quand même un peu mieux comme ça. C'est plus agréable. Un collectif, est-ce que insérer un youtubeur déjà connu en fera partie ? Alors moi je sais pas faire de vidéos, mais j'ai un harmonica, ça compte ? Ah cool ! Moi qui me fais toujours striker mes vidéos sur YouTube parce que j'utilise des extraits sous copyright, vous allez pouvoir sauter à ma place. Si tu me payes 2500 € par mois, je viens. Ouais mais non, mais pour moi ça sera juste un loisir, hein. Par contre je veux être le plus mis en avant parce que je pense objectivement avoir le plus de talent. Tu veux diriger, sale nazi ? J'ai vu de la lumière, je suis venu. Ouais ok super, hein, j'arrive. 2 semaines plus tard. Attends, je t'ai jamais dit que je venais. Retire mon nom tout de suite. Ça c'est déjà vu, ça c'est... Ça dépend, il y aura de la bouffe ?
J'en arrive à l'un des principaux points positifs qu'offre le milieu de YouTube, la possibilité de créer et de vivre de son activité artistique. Oui, YouTube peut aussi représenter une formidable opportunité de se réaliser et de vivre correctement sa passion, ne l'oublions pas. Je ne l'oublie pas. Les mauvaises langues diront que vivre de son activité artistique revient souvent à hiberner à vie dans sa chambre en faisant l'idiot pour distraire des gamins de 15 ans. Bon, on va pas se voiler la face, c'est exactement ça. Cela peut arriver au début, avouons-le, mais pas toujours. On peut voir d'authentiques graines d'artistes au milieu des chardons, et c'est inspirant de les voir évoluer, apprendre, grandir et se réaliser vidéo après vidéo. Nous vivons après tout dans une époque formidable où il est possible pour certains de vivre bien plus rapidement de leur passion qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire de l'humanité. Il y a de belles histoires dont nous sommes tous les acteurs, mais pour les percevoir sans être aveuglés par la lumière des opportunistes, il faut un discernement encore trop rare. J'ai plusieurs exemples de gens totalement inconnus en 2012 et qui sont montés en notoriété à travers le collectif. Des soirées, voire des nuits, à aider telle ou telle personne à finir son écriture, son montage ou tout simplement à écouter ses problèmes. Et à l'époque, on découvrait avec émerveillement des vidéastes qui parlaient d'objets de notre enfance que nous avions presque oubliés. Comme une gigantesque Madeleine de Proust collaborative. Chacun allait de sa petite contribution pour rendre hommage à un fragment de nos passions. Je me souviens d'une époque où l'on pouvait sortir une vidéo dans une qualité à peine regardable, mais ça passait. Pas de haute définition, une image pas toujours fluide, mais un aspect amateur et spontané indéniable. Certains ont même percé avant de maîtriser le moindre logiciel de montage, tout en une prise à la webcam. De nos jours, cela paraîtrait terriblement désuet, mais à l'époque, c'était au courant. T'imagines aujourd'hui une chaîne YouTube qui réussirait à percer en une seule prise de caméra avec zéro montage et juste du blabla? Impensable. Oui, il y a d'excellentes petites chaînes sur YouTube, des gens qui ont su rester passionnés et rassemblent une communauté de spectateurs bienveillants. Et ce n'est pas une question de thème. J'ai rencontré des gens terribles dans le milieu du jeu vidéo qui se veut pourtant être un divertissement censé apporter de la joie et rapprocher les gens. Et à l'inverse, des personnes formidables, par exemple au sein de youtubeuses beauté que l'on critique tant pour leur prétendue superficialité. Évidemment, comme j'ai déjà dit et comme je l'ai déjà répété, il y a des gros cons devant la caméra, c'est des crèmes en dehors. Mais il y a des crèmes devant la caméra, c'est des gros cons dehors. Il y a de tout pour faire un monde. Et autre bonheur de l'époque, du début des années 2010, le contenu était bien plus rarement politisé. Et ça, par contre, bordel de merde, qu'est-ce que ça manque? Un contenu non politisé. Souvenez-vous, on a parlé de... récemment d'ailleurs, on va prendre 30 secondes. Pendant que c'est encore frais dans ma tête, on avait abordé le sujet... Ah oui, c'est celle-là. Le joueur du grenier en a marre des gens trop politisés et trop extrémisés. Je vous le mets dans le lien si j'y pense. Et donc, en autre bonheur de l'époque des début années 2010, le contenu était bien plus rarement politisé. D'ailleurs, je refais une autre parenthèse. Il y a une autre vidéo d'y penser où aussi il explique que c'est trop politisé également. Mais le problème, c'est que c'est des vulgarisateurs scientifiques. Et des vulgarisateurs scientifiques qui sont trop politisés, ça pose des problèmes dans la neutralité de comment ils adaptent l'histoire et comment ils vulgarisent la science. C'est autre chose encore. Vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne. Une chaîne de jeux vidéo ne parlait que de jeux vidéo. Pour autant, ne croyez pas qu'il n'y avait aucune rivalité. J'ignore si les esprits s'échauffaient plus à l'époque avec un duel Sega-Nintendo que de nos jours avec un débat gauche-droite. D'ailleurs, Nintendo, c'est de gauche ou de droite. Alors, on avait fait aussi un top 10 des jeux de gauche et de droite. Mais le débat politique aujourd'hui, c'est rien comparé au débat dans le rétro gaming qu'il y a eu début 2010. Avant 2000... Ouais, c'était de la folie furieuse. Ça partait en coup de tête balayette. Parce qu'on a mal parlé de Super Mario Bros 3. Le milieu du rétro gaming, la politique, c'est vraiment... c'est de la gaminerie à côté. Quand tu touches à des choses sacro-saintes, la politique, c'est rien. C'est une petite Madeleine. Enthousiasmé par la créativité du milieu, j'ai commencé à développer en 2015 tout un outil pour répertorier les chaînes YouTube. Une plateforme entièrement appelée YouTuber Explorer, puis
TV, 20 000 utilisateurs au final, plus de 10 000 chaînes francophones répertoriées et classées par type et thème. Le tout rendu rapidement entièrement gratuit et sans publicité. Malheureusement, bien que l'initiative ait été saluée, elle n'a pas été soutenue et j'ai dû fermer le serveur l'année d'après. Malgré le nombre de soirées passées à développer la plateforme en total bénévolat, les API Google ne m'ont pas rendu la tâche facile en bloquant petit à petit les fonctionnalités, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de se connecter avec un compte Google, pour des raisons obscures détaillées sur mes réseaux sociaux à l'époque. Et je me souviens, Google avait fermé toutes les API, ce qui était très chiant pour pas mal de choses. Ainsi, sans raison de fond réel, la machine a vu à tuer la petite initiative qui visait à défendre la visibilité des autres petites initiatives, un projet dont j'aurais aimé que les gens se souviennent quand j'avais été accusé d'être un type qui fait tout pour l'argent et déteste les geeks, lors de mon cancel délirant en mai 2019. Peut-être, sans que je le sache, cette plateforme gratuite m'aurait donc rapporté de l'argent. J'essaye parfois de me payer mes courses avec cet argent supposé, mais la caissière me dit qu'ils ne prennent pas de l'argent imaginaire. C'est dommage, je l'ai pourtant durement gagné. Est-ce que tu as demandé à ta caissière si elle prenait la rétribution en visibilité? Je me souviens de ce moteur d'ailleurs, c'était vraiment très cool. Il y a ici Japon, dernière recommandation. Mathieu Sommet. Science for All, Fuse 3, WhatsApp Comedy, Mathieu Sommet, Fantabub Game. Merci à tous ceux qui m'ont donné à monter cette plateforme, je ne vous oublie pas. Il y a de nombreuses initiatives qui fleurissent sur Internet, pour tout et n'importe quoi. Il arrive même que certains n'en fassent pas une campagne Ulule. Du haut de mon humble expérience, lancer des petites initiatives attire autant de pièges que de bonnes choses. Des gens viendront vous dire qu'ils vous soutiennent, d'autres iront même jusqu'à le faire, d'autres encore seront indifférents et parfois vociférants. Et quand un projet se met à fonctionner, à devenir populaire, quelle joie! Vous ne manquerez pas d'avoir une pensée pour tous ceux qui vous expliquent avec une rigueur mathématique que la chose était impossible. Rassurez-vous, il y a beaucoup de gens qui vous veulent du bien. Vous gagnerez toutefois un temps précieux en évitant de préférence ceux qui ont un besoin fort de reconnaissance, ceux qui courent après le phénomène de mode, ceux qui tirent sur l'ambulance pour se faire accepter par la meute, et ceux qui n'ont que des choses à vous vendre. Je me souviens d'une jeune femme qui avait lancé un projet avec un financement participatif, merveilleux, tout le monde il est beau, gentil, bienveillant, et une fois la campagne finie, les associés se disent qu'étant donné qu'elle a bien marché, il faudrait quand même les payer plus. Elle tente de leur expliquer que l'argent est destiné à payer les taxes, les goodies, mais qu'importe, ils insistent. Elle finit par céder et réalise que si les autres feront un bénéfice avec l'opération, il n'en sera pas de même pour elle. Oui, mais ça va, tu fais pas ça pour l'argent quand même, lui répondent ceux-là même qui, eux, sont bénéficiaires dans le projet. Lassée, elle quitte le projet. Il ne faudra pas plus de 3 heures à l'une de ses associés pour déclarer publiquement au donateur « Ouais, elle est partie parce qu'elle était pas prête à s'investir, mais c'est pas grave, de toute façon, tout repose sur moi depuis le début, alors vous inquiétez pas les amis. » Alors ce qui est drôle, ça je l'ai vécu aussi, personnellement, et au final, tu te sors du projet, tu dis bon bah voilà, vas-y, tiens les clés, carte blanche, faites comme vous voulez, moi j'ai autre chose à faire ailleurs, vu que je faisais rien de toute façon. Et les gars sortent un peu comme ça, ouais bah c'est bon, on va pouvoir faire comme on veut, ça va être génial. Devinez combien de projets et d'événements ils ont monté. Devinez. Nous on en avait fait une dizaine, c'est arraché le cul. On leur filait les clés, fait tiens, fais comme tu veux. Ils ont fait 0 événement. Et c'est très souvent comme ça. Quand ils voient la montagne de taf que c'est très souvent comme ça. Parce que c'est pas non plus la montagne de taf que c'est de s'arranger avec tout le monde. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le faire à leur façon. Mais pour faire un projet à ta façon, à 100%, c'est impossible. C'est impossible. Et donc, ils abandonnent très vite. Ouais, qu'est-ce que tu fais, toi? Redescends. Merci. Avec des collègues comme ça, même les haters qui suivaient le projet ont dû se dire « Oh, mais oh, elle nous pique notre travail !» Projet qui sera finalement annulé et tombera lamentablement à l'eau quelques mois plus tard. Si vous voyez duquel il est question, ne vendez pas la mèche SVP. Alors, vendez pas la mèche sur la chaîne YouTube de Thomas Sirix. Il prône l'anonymat. Respectez son vœu de silence. Sur sa chaîne YouTube. Sur mes commentaires, faites-vous plaisir. Parce que moi, ça m'intéresse. On ne le répétera jamais assez, la bienveillance n'est pas la bien-pensance. Traduction, entre être quelqu'un de bien et clamer qu'on l'est,
il y a un gouffre. La plupart du temps, quand un kidam clame sa bienveillance, c'est pour étaler une conscience dont il est au fond dépourvu. Comment en être sûr ? Comment en être aussi sûr ? C'est trivial. L'humilité étant une vertu indispensable à l'évolution personnelle, un homme bon n'éprouvera nul besoin de clamer à tout le monde qu'il l'est, il ou elle. N'éprouvera aucune satisfaction à donner des leçons de morale à ses contemporains, et même saura respecter les gens qui ont un avis différent. Car le vivre ensemble, le vrai, ce n'est pas l'uniformité, la pensée unique, mais bien la tolérance à la pensée de l'autre. Il y a vivre et laisser vivre. Ça, c'est un James Bond, par contre. Ah non, c'est vivre et laisser mourir. Ne pas se cacher derrière un bouclier d'oppression, ne pas ostraciser, ne pas salir. Rester humble, c'est aussi comprendre que peut-être l'on n'a pas d'autorité à imposer ses points de vue. Et ce faisant, je fais moi-même une leçon de morale. Je vais donc immédiatement regarder 3 vidéos réactions pour expier mes péchés, pardonnez-moi. En fait, on pourrait même dire que la bien-pensance est souvent l'inverse de la bienveillance. Ne disait-on pas il y a déjà 8 siècles que l'enfer est pavé de bonne volonté ? Je vois tous les jours des influenceurs asséner leur bienveillance comme un argument en marketing et aller jusqu'à parler à la place des concernés pour dire ce qui les arrange. C'est pitoyable et laissez-moi être direct. C'est notre jeunesse qui trinque car nombre d'entre eux sont massivement suivis et écoutés par des esprits trop jeunes, n'ayant pas encore développé suffisamment de recul pour discerner bienveillance et manipulation positive. Et c'est aussi pour ça que les influenceurs qui se politisent trop et extrémisent trop, quand tu sens les jeunes qui regardent et qui eux-mêmes se politisent, alors qu'ils n'ont pas de vécu, qu'ils n'ont pas eu d'épreuves dans la vie, qu'ils comprennent rien à la politique, qu'ils n'ont aucune maturité, qu'ils n'ont aucun recul, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. La politique, c'est un peu comme le feu, tu le donnes pas à tout le monde, quoi. C'est une boîte d'allumettes. Faut d'abord quelqu'un qui t'explique, mais bien. Et aussi, il faut de l'expérience personnelle. Oui, il y a sur YouTube des gens qui ont l'air bien, énormément. Vous avez déjà entendu l'adage « gentil », c'est pas un métier. Mais bien sûr que si. Au-delà de ça, c'est pour ça que moi, très souvent, quand il y a un débat qui est intéressant et que je sens que le mec en face est intéressant également et que... Il y a 2 trucs. Je suis sérieux dans un débat quand je sais que la personne en face est sérieuse aussi dans un débat. C'est-à-dire qu'elle expose ses idées, elle donne ses arguments, et ce qu'elle attend en retour, c'est mes arguments et mes contre-idées, mon avis à moi. Et il faut pas mélanger avec l'autre qui veut te faire un débat, mais en fait, dans l'optique, il s'en fout royal du débat, tout ce qu'il veut, c'est te rallier à sa cause. Tout ce qu'il veut, c'est te faire changer ton avis, changer ton opinion, parce qu'elle est mauvaise, ton opinion. Il faut que par ses arguments, il arrive à te faire changer, il arrive à te faire comprendre que t'es dans l'erreur. Et ça, généralement, je coupe très court au débat et je joue au con. Je sors des blagues et ça m'intéresse pas d'aller plus loin. Si je discute avec un gamin. Mais du coup, trouver un débat sérieux où on peut se poser calmement, eh ben c'est très rare. Ça reste très très rare. Parce que moi, c'est pareil. Quand je vous parle de plein de choses, je cherche pas à vous convertir. Je cherche pas à vous rallier à mes idées. Je m'en fous. Je donne mon opinion, mon avis. Vous faites votre opinion, votre avis. Vous êtes adulte. Mais il faut surtout pas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut surtout pas que votre avis et votre opinion se forgent en disant « Oh putain, Psycho, il a trop raison, on va faire comme ça. » Il faut qu'à la base, à la racine, vous soyez sur la même longueur d'onde et lui dire « Ok, je suis d'accord avec toi. » Mais pas du genre, ah, t'as trop raison, je pensais différemment, maintenant je vais penser comme ça. Ça m'intéresse pas. Faut que ça vienne vraiment de vous. Il faut que l'idée vienne de vous. Tapin le Lapin voulait devenir streamer Twitch. Il n'avait pas de passion particulière dans la vie. Il jouait aux jeux vidéo, il écoutait de la musique et il allait au cinéma, mais sans plus. Alors il décidait que lui aussi il méritait de figurer dans la liste des plus gros revenus qui avaient fuité lors du piratage du code source de Twitch en 2021. Ouh, mais c'est récent ça. Pas de raison que les autres aient tout cet argent et pas lui après tout. Ni une ni deux, il achète une lampe à LED multicolore, se cale bien au fond de son siège de gamer et allume sa webcam, le voilà en streaming. Faites une liste de tous ceux qui ont acheté des LED en couleur s'il vous plaît. Je déconne, c'est pour l'humour. Alors il joue et joue encore, mais personne ne vient. Alors il regarde comment font les autres et se dit peut-être que lui aussi il devrait clasher des streamers plus connus que lui pour des broutilles afin de s'attirer de l'audience ou s'acheter une piscine, un jacuzzi. Alors il clash et clash encore.
mais tout le monde s'en fiche. Il y a aussi ça le problème. C'est qu'il y a des gens qui clashent, mais ils savent pas clasher. Ils sont juste ridicules. C'est tout un art le clash. C'est tout un art. Ça se clash pas comme ça, du genre ouais, je vais être méchant, je vais le critiquer sur le truc. Il faut qu'il y ait un fond de vérité. C'est pas qu'il faut qu'il y ait un fond de vérité. Il faut qu'il y ait un fond de vérité. Il faut que les arguments soient solides et que ça tape juste. Et pas juste clasher pour clasher ou être méchant pour être méchant. Cortex était un génie du clash à son époque. Et bordel de merde qui nous est tripé. Cortex, si tu nous écoutes. Alors il clash encore. Mais tout le monde s'en fiche. À peine un streamer l'affiche pour lui envoyer ses meilleurs rageux, il est déçu et se demande pourquoi ça n'a pas marché. Il téléphone alors à sa meilleure amie, Youssouf, qui lui explique que la méchanceté sur toi, ça rend ridicule. T'as pas le style. Il y a aussi ça le truc. Faut pas aller contre nature. Il y a rien de pire que le mec... Tu vois genre... comment il s'appelle ? Milouz. Tu vois Milouz, il est gentil. Mais il veut faire son trou en clashant. Tu vois Milouz qui clash ? Milouz, des Simpsons. Tu vois Milouz qui clash ? Ça marche pas. Ça marche pas. Parce que c'est pas sa personnalité, c'est pas lui. Par contre, s'il utilisait son cerveau, parce qu'il a un cerveau, Milouz, et qu'il malaxait le clash pour le transformer dans une version que lui maîtrise et qui est en adéquation avec sa personnalité, et là, ça match. Mais ça sert à rien d'essayer de prendre la personnalité de quelqu'un d'autre et d'essayer de faire comme les autres. Il faut quand même, mine de rien, sa propre personnalité. De toute façon, sinon c'est ridicule. Tu sens qu'il y a un malaise. C'est ce qu'on appelle dans le milieu des skateurs les posers. Les posers. C'est ça. Tu sais, les mecs qui sont tout le temps en skate là. Tu dis, allez, vas-y, fais un 3-6 noscope, je te prends en photo. Ah non, mais là, tu vois, je viens de grind 4 heures, là, je suis un peu fatigué, mais demain, puis au final, ils savent rien faire. Ils sont juste là avec leur skate à se promener et à faire genre. Bref, on continue. Alors il réfléchit et réfléchit encore, et finit par comprendre que s'il n'arrive pas à être le plus méchant, alors il sera le plus gentil. Le voilà bientôt qui commence à apprendre par cœur des définitions de sociologie et de psychologie pour pouvoir être la voix de toutes les minorités, le porte-parole de toutes les oppressions. Il se trouve même un 16e de sang grec et se dit avec fierté qu'il est probablement un survivant. Ouais, d'une salade, il restait 2 olives, c'était les siennes. J'en étais où ? Il ne sait pas encore de quoi, mais c'est sûr. Tapin le lapin commence à changer le titre de ses lives et ajoute plein de petits smileys. Il part sans vergogne faire sa publicité dans les communautés les plus spécialisées et arrive à réunir une première audience conséquente. Les mecs qui vivent pas en adéquation avec eux-mêmes, de toute façon, ils finissent toujours par exploser comme un zeppelin en vol au bout d'un moment. Il y a qu'à voir le bouseux récemment. Alors il stream encore, et enchaîne les punchlines consensuelles avec un niveau de bienveillance qui ferait passer Gandhi pour le dernier des terroristes. Il est prêt à tout pour entendre, il comprend tout et accepte tout, et surtout la carte bleue. Le silence de la Mastercard. Sa popularité grandit, à tel point qu'un jour sa mère lui demande « Mais c'est quoi ton métier en fait ?» Je veux dire, ton père est charcutier, moi je suis comptable, mais toi t'apportes quoi à la société ? Oh, boah Oh merde. Fièrement il se dresse et déclare « Moi, je lui apporte la gentillesse !» et d'innombrables moments de bonheur à tous mes fans. Gentil, voilà son vrai métier, sa vocation. Bon, après il a eu des problèmes parce qu'il a été un peu trop gentil avec Karine, 11 ans, mais c'est pas sa faute. Il était amoureux, il paraît. Bordel de merde. Alors oui, on m'a reproché, il paraît que je dis trop souvent bordel de merde. Je vais essayer de dire maison close d'excréments, mais c'est compliqué. Quand il s'agit de communiquer une image de soi et que c'est là son seul métier, alors l'apparente bonté et toutes les vertus deviennent autant de savoir-faire. Il devient urgent de dénoncer les comportements opportunistes qui brouillent les signaux entre les gens vertueux et ceux qui vendent leurs vertus.
Les gens sans valeur se font remarquer en tirant sur l'ambulance, en criant avec la foule pour se faire entendre, uniquement là où ils ont tout à gagner. Les gens vertueux, eux, agissent et s'expriment pour le bien commun ou la vérité, souvent à contre-courant et alors qu'ils ont seulement à perdre. On va se prendre 10 secondes parce qu'il y a un truc qu'il faut absolument que je vous montre, qui est très récemment. 10 secondes, s'il vous plaît, je vais trouver ça très vite, vous en faites pas, je fais le plus vite possible, mais justement, on est dans ces deux points-là, et je trouve que ça le comment on appelle ça? Ça le expliquera parfaitement, je trouve, parce que c'est assez ouf. Récemment, je me suis promené sur Twitter, et j'ai vu ça apparaître. Quelqu'un qui dit... Un autre a rajouté à mon Bloquedex. Raison du ban. J'ai dit à un de ses abonnés d'arrêter de relayer les merdes de psychodéliques, car ça lui faisait de la pub plus de la pub qu'autre chose. On voit le niveau de paranoïa et de débilité du gars, quand même, qui n'est plus approuvé. Donc Star-Lord, apparemment, me déteste, d'après ce que j'ai pu comprendre. Il reproche à MJ de me faire de la pub, et MJ, outré par le fait qu'on me casse du sucre sur le dos, a préféré le bloquer, plutôt que de discuter ou de s'ouverture au débat. Après, je comprends aussi, MJ, au bout d'un moment, t'as plus envie de discuter. Et autant bannir, parce que de toute façon, t'iras pas plus loin. Mais c'est marrant qu'ils prennent ma défense, mine de rien. Alors, dans quel des deux points on se situe? Je suis loin d'être un expert. On mesure la bassesse des premiers et l'aune du courage des seconds. Souvent, on me demande des noms, donner les noms pour punir et révéler au grand jour les pires faquins. Pourquoi faire? Permettre à d'autres gens sans valeur de pouvoir tirer sur des nouvelles ambulances? Et c'est inutile. Il est bien plus efficace d'informer, afin que les gens sachent où regarder. Un œil averti n'aura aucun mal à discerner les gens de valeur. Pointer un misérable en particulier est toujours moins sage que d'apprendre à le reconnaître ainsi que ses semblables. Et je suis totalement d'accord avec ça. En fait, le problème, c'est que les gens vont aller l'enquiquiner, l'insulter, lui dire des conneries, mais au final, ça fera pas avancer le message, ça fera pas avancer la chose. C'est pour ça que dire le nom, il y a rien de spécial. Parce que de toute façon, les gens concernés savent de qui ils parlent. Alors c'est sûr, je suis le premier à le dire. Bordel de merde, j'aimerais connaître le nom de tout le monde, on est d'accord. Mais ce que je veux dire par là aussi, je respecte Thomas Sirix, je respecte son vœu de silence. Et il le dira le jour où il le dira. Je vais pas lui tirer les verres du nez, c'est pas mon boulot. J'aimerais bien le connaître, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que attaquez pas les gens. Insultez pas les gens. Défoncez-les, ridiculisez-les par l'argumentaire. En disant, là, t'as dit une connerie. Là, tu t'es contredit. Là, ça tient sur rien ce que tu dis. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, c'est comme ça qu'on rigole. C'est le beau jeu, c'est le fair play. C'est Coubertin. On est des Français, on a des grandes gueules. Notre symbole, c'est le coq. On chante, on rigole quoi qu'il arrive, même les pieds dans la merde. Dans les conventions aussi, on peut cueillir des instants touchants, d'entraide, de spontanéité et de joie. Je me souviens des membres du staff qui ont pris de leur temps pour aider ou dépanner bien au-delà de leur mission, et d'artistes sérieux, humains et humbles que j'ai pu rencontrer. Petites anecdotes. Un responsable haut placé d'une grosse convention avait repéré les prestations d'un petit collectif dans un petit événement. Un jour, alors que le collectif participait à la grosse convention, un artiste de scène a annulé au dernier moment. Alors ce responsable a proposé à l'organisateur du petit collectif de prendre ce temps de scène à la volée et d'y faire une animation. L'organisateur du petit collectif a alors confié à un nouveau, l'ayant rejoint récemment, la majeure partie de cette scène, qui fut sa première d'ailleurs. Ni le responsable de la convention, ni l'organisateur du collectif n'avaient à y gagner. Ce n'était pas rémunéré. Mais il y avait tout à y perdre. Une prestation ratée et c'était grillé pour la suite. Pourtant, cela a marché grâce à la confiance que les trois protagonistes se sont mutuellement accordés. Ce sont là des belles choses. Et enfin, oui, on peut aussi faire de belles rencontres sur Internet. J'ai gardé de nombreux amis de mes années en ligne et nous avons plaisir à évoquer des souvenirs chaleureux. Bien sûr, que nous évoquons aussi les doutes et les mauvais moments ne manquent pas de se rappeler à nous. Ce que nous avons pu surmonter ensemble. Tout le monde n'est pas prêt à toutes les trahisons et compromissions pour passer au plancher d'abonnés supérieurs. Et puis, il arrive que les gens évoluent. Les amitiés sont en ton profondes.
Légère, amusante ou intéressée, chacun trouve midi à sa porte. Quand je reconnais une fausse amitié de circonstance, j'appelle ça faire un Ikea. On invite un tel, c'est un meuble, il décore bien. On voit souvent des Ikea sur Twitch et YouTube, ça fait genre, regardez, on est une grande famille. On avait fait du coup une vidéo sur Crane qui dénonce l'entre-soi de Twitch, que je vous invite à regarder également. On va pas aller chercher la vidéo à chaque fois parce que ça va couper trop la vidéo. Mais de toute façon, vous tapez ça sur ma chaîne, vous trouverez. Il est vrai que les entrepôts Ikea ont une grande capacité de stock. Mais les amitiés sincères, elles, ne sont pas moins rares qu'ailleurs. C'est aussi pour cela que j'ai du mal à regarder YouTube aujourd'hui. Je vois trop le jeu, le faux qui essaye de se faire passer pour vrai. Quand je vois tel vidéaste inviter son grand ami avec qui il s'est réconcilié suite à un clash, je sais pour l'avoir vu ce qu'il en est réellement. Et à quel point tous les sourires et toutes les tapes dans le dos ne sont qu'apparences pour plaire à un public ému au bord des dons. Hashtag le dernier Z-Event. Les amitiés réelles et sincères ne sont pas de celles qui s'explosent le plus. Vous ne le verrez donc pas souvent. C'est un phénomène qu'on voit depuis la nuit des temps, par exemple dans les groupes de musique. Des gens qui au début s'aiment comme des frères, au bout de quelques années ne se supportent plus en peinture, sauf que pour continuer, étant donné qu'on a tout basé sur l'image d'amitié qu'on donne aux fans, il faut faire semblant. Or, quand on a vu suffisamment de fois l'envers du décor, l'illusion ne prend plus et on décroche. Peut-être la solution est-elle de garder une distance avec ses idoles pour préserver l'illusion. Vin Diesel et The Rock se sont brouillés. The Rock dit c'est bon, les Fast and Furious plus jamais. Là, Vin Diesel a passé le truc et il commence à dire ça serait bien que The Rock y revienne quand même. Il essaie de relier ce lien d'amitié. J'espère qu'ils relieront ce lien d'amitié pour faire un Fast and Furious 10 to the moon, mais bref. Après tout, ne regardons pas. Après tout, ne regarde-t-on pas les stars du net comme on regarde un tour de magie? On sait que c'est truqué. Enfin, ta petite sœur, elle a des doutes, mais toi, tu sais que c'est truqué. Pourtant, tu préfères regarder et faire semblant, et ça se passe bien. La suspension d'incrédulité. Et puis, il y a ces amitiés que l'on croit sincères, ces relations que l'on pense réciproques, et qui donnent parfois vie à de beaux instants, bien réels. Une amitié éphémère, comme conditionnée par un contexte qui permet une complicité fugace mais tangible. Encore une fois, tout est dans la nuance. Entre les hypocrites et les meilleurs amis, il y a 50 nuances de plaisir à échanger ensemble. Nul besoin d'être le meilleur ami de quelqu'un pour en apprécier les qualités. Cela me rappelle des épisodes un peu difficiles avec certains profils perturbés qui hantent les stands et commentaires à la recherche d'amitié exclusive avec leurs idoles. Il convient de les détecter rapidement, meilleurs fans du jour, au lendemain, ils exigeront un retour aussi rapide que profond, sans quoi leur amour se transformera en haine. Ça je l'ai déjà vécu, non, assez de fois. C'est du genre... ouais, t'as vu, je commente toutes tes vidéos, je like toutes tes vidéos, je peux jouer avec toi, je peux jouer avec toi, je peux jouer avec toi, je peux jouer avec toi. Je fais écoute, je suis pas ton ami, je reste un vidéaste, tu kiffes mes vidéos, je suis très content, mais je suis pas ton ami, j'ai une vie de famille, je joue avec des copains et basta, j'ai pas assez de temps libre à perdre pour jouer avec toi. Et ouais, t'as la grosse tête, enculé, fils de pute. Et après, il m'a mis des insultes pendant 3 semaines, il m'a mis des insultes sur toutes les vidéos. Puis après il partait dans les théories du complot. Ouais, tu supprimes mes messages en plus, t'es faux cul et tout. Alors qu'au bout d'un moment les insultes, c'est le bot de YouTube qui les supprime, c'est même pas moi en fait. Les fausses amitiés. Tu sais les mecs qui grattent ton amitié juste pour dire ah t'as vu je suis copain avec machin. Il y en a des comme ça aussi. Certains les cultivent comme on cultive les patates, avec des périodes de récolte régulières, etc. Une super base de fans pour les campagnes de dons, mais c'est jouer avec le feu. Chez ces individus fragiles, la haine est indispensable pour éviter la frustration de ce qu'on ne peut avoir. C'est un peu le principe idéologique des woke, des éveillés. C'est une chose que la plupart des youtubeurs connaissent, mais dont on parle facilement assez peu. Moi, ces profils me font de la peine. Ils sont souvent esselés, asociaux et incroyablement tristes, et vivent entourés de goodies de leurs idoles, qui, disons-le, clairement, n'en ont rien à faire d'eux. Mais l'empathie s'arrête là. Quand on voit aussi qu'ils sont aussi capables des pires doxings sans aucune forme de discernement le jour où ils s'estiment déçus. Avec eux, c'est tout l'un ou tout l'autre. L'oursin ou l'ourson. Je me suis toujours demandé... Ça, c'est un oursin. Alors, du coup, vous voyez pas un souris. Ça, c'est un oursin. Du coup, je sais que ça se mange. J'en ai jamais mangé. Mais... vous vous êtes jamais dit que les oursins
les coquilles Saint-Jacques, les huîtres, enfin des trucs bizarres comme ça. Vous êtes jamais demandé, le premier qui a dû essayer ça, il devait quand même sacrément crever la dalle. Pour qu'il se dise, ouais, ça doit se manger, j'ai trop que la dalle. Même si l'expérience YouTube a été pour moi plutôt négative, et sur le long terme difficile à vivre, en particulier d'un point de vue moral, elle a eu son lot de petits bonheurs. Même avec des gens dont le comportement s'est terriblement dégradé par la suite. Je serais bien hypocrite de prétendre avoir travaillé pendant des années avec autant de personnes sans avoir eu aussi de bons moments, voire même des amitiés fragiles. Il y a des choses que je regrette, d'autres moins. Par exemple... Thomas, si tu regardes cette vidéo, regrette pas. On regrette sur le moment. Tu sais, moi aussi, des fois, je regrette sur le moment. Tu vois, je regrette, puis au bout de 2 jours, donc, ou même au bout d'une heure, 15 minutes, ouais, puis merde. Parce qu'il y a un truc qui m'a appris la vie. Il y a un grand philosophe qui a dit, peu importe la route que tu prends, au croisement, regarde jamais dans le rétroviseur. Ça sert à rien. C'était le chinois dans Fast and Furious Tokyo Drift. Je me rappelle plus de la citation exacte, mais c'était extrêmement profond. Et ça sert à rien de regretter genre 6 mois, 1 an, 2 ans, ah, j'aurais dû faire ça, ça sert à rien. J'ai fait une connerie, j'assume. On s'en fout, on passe à autre chose. Après, c'est ma façon d'être. J'en étais où? Par exemple, si je regrette d'avoir aidé à se faire connaître, par exemple un manipulateur, ou un autre qui génère à présent beaucoup de négativité autour de lui, il y a beaucoup de choses que je ne regrette pas. C'était une expérience. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup évolué, et il faut en retirer le meilleur. Tu peux pas regretter, d'ailleurs je reviens en arrière, je rembobine. Tu peux pas regretter, alors je comprends le fait de regretter, putain tu l'as mis en avant, tu l'as mis en lumière, finalement c'est un gros con, il a énormément de négativité, ce genre de choses. Tu dis merde, il a percé grâce à moi, c'est moi qui l'ai foutu là. T'as pas à regretter. Lui il est ce qu'il est, toi t'es resté droit dans tes bottes. Parce que si tu regrettes là, le prochain qui va venir, je dis putain je vais peut-être le regretter, je vais pas le faire. Et ça se trouve lui il sera bon. Et il va payer à cause d'un gros con. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de trop bon, trop con. Je suis con, je m'en fous. On profite de moi, je m'en fous. Mais moi je sais comment je suis et ce que je vaux. Basta. Et les autres, ils voient ça avec leur conscience, s'ils en ont une. C'était une expérience, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup évolué. Il faut en retirer le meilleur. En particulier, apprendre à gérer l'imprévu. Quand on a géré le genre de collectif que j'ai géré, on peut faire face à environ 3 guerres civiles et 2 nouvelles trilogies Star Wars. Cela me rappelle une autre anecdote. Alors évidemment, hein, Thomas, je parle comme ça, un peu à la légère. Évidemment, je connais pas trois glaçons du bordel d'iceberg que tu as vécu derrière. Évidemment. Faut recontextualiser la chose. Cela me rappelle une autre anecdote. Il y avait une convention particulièrement grosse et éprouvante. À l'époque, le collectif était encore en croissance et c'était la première fois que nous avions accès à autant de scènes aussi grandes. C'était l'été, il faisait bien 35 degrés à l'intérieur, ressenti 40 par l'animation et la foule qu'il y avait. C'était une expérience forte, on se levait très tôt, ça bougeait toute la journée, on s'investissait beaucoup, et puis en fin de journée, tout le monde au lit, pas trop tard, parce que demain, le train à 7h pour rentrer. Enfin, pas pour moi je ramenais, comme d'habitude, tout le matériel en voiture. Nous avions une invitée japonaise qui partageait une autre chambre pour l'occasion et devait rentrer en train avec le reste de l'équipe. Seulement, les autres n'ayant pas pris la peine de la prévenir correctement, ni même de vérifier si elle se levait, arriva ce qui devait arriver. Vers 5 ou 6 heures du matin, alors que je dormais en prévision de la longue route à faire en voiture, ma porte s'ouvre brusquement et un collaborateur m'annonce « Bon, on est en retard, l'autre elle est pas prête, alors tu te débrouilles, tu la ramènes en voiture, c'est bon ?» J'acquiesce et je m'occupe de la réveiller plus calmement. Lui explique et la ramène, dans une voiture déjà trop pleine, mais passons. À l'époque, il n'y avait pas Uber, maintenant tu lui payes un Uber et basta. Ma conclusion, nous avons passé un super moment en voiture, il faut toujours essayer de trouver du positif. Ou au pire, on peut en faire une bonne blague. En fait, c'est ça le truc. Des fois, on vit des trucs vraiment horribles sur le moment, vraiment chiants. Mais au final, ça fait des souvenirs. Avec le recul, notez que si jamais c'était moi qui avais osé réveiller un collaborateur en pleine nuit de la sorte, cela aurait fait une esclandre pas possible sur les réseaux sociaux. J'aime bien le mot esclandre, on dirait une salade. Moi aussi j'aime bien dormir.
Ou alors théorie du complot. C'est une tête de chien, ça se trouve c'est Mad Dog qui est venu le réveiller. En parlant de conventions, j'ai toujours respecté le travail des techniciens. Et pour cause étant moi-même très porté sur la technique. Régie, scène, organisation, etc. Aussi, je prenais systématiquement le temps de les saluer, voire de faire des photos avec eux. Que j'ai toujours. On peut me voir les remercier sur les vidéos de nos scènes, quand je clôturais le show, beaucoup de bons moments. Toujours dans le rush, mais si dynamisant. Je ne regrette pas tout cela, même si j'ai failli y laisser ma santé. En particulier lors de l'épisode de 2015. En 2015, je pense que ça devait être la méga ultra Japan Expo de la mort qui tue. Ça devait être chaud. Par la suite, le médecin m'avait conseillé de faire attention. Aussi, j'évitais de venir systématiquement aux aurores et était plutôt de ceux à rester tard, ce qui n'empêchera pas d'entendre d'hallucinants reproches. Ouais, il se permettrait de venir en retard aux conventions alors qu'il exigeait que nous on soit à l'heure. Ce qui m'amène à vous parler du multivers. En effet, d'après ces nombreux témoignages discordants, il semblerait que j'ai traversé une faille de la réalité pour atterrir dans un univers parallèle, seule explication plausible. Et j'ai entendu beaucoup de mal des organisateurs de conventions. En particulier des très grosses. Pourtant, pour ce que cela vaut, ces dernières ont déjà pu me prouver une certaine bienveillance, tout en veillant à ne pas perturber leur business. Malheureusement, il est bien trop facile de critiquer une grosse structure et cracher dans la soupe, c'est presque un passage obligé dans certains groupes lamentables. J'aimerais bien ton avis sur la dernière Paris Manga, ce qui s'est passé le samedi. Voilà pourquoi la bienveillance est une notion toute relative et fugace dans ce milieu. Cette stratégie de l'ennemi commun est un terreau facile pour des amitiés rapides. Vous n'imaginez pas combien de vos idoles usent et abusent de ce levier pour se faire bien voir en salle VIP. Ah, vous dites du mal d'un tel, ça tombe bien, j'ai une chaîne à 10 000 abonnés, et figurez-vous qu'il a violé ma grand-mère. Parle-moi, fais-moi des abonnés s'il te plaît. Et comme j'ai horreur de l'hypocrisie, bien sûr, j'ai moi-même cédé à ces immondes pratiques, sans toutefois aller jusqu'à raconter de fausses accusations. En même temps, une dizaine de personnes qui discutent de manière informelle, dans un milieu où il est crucial de se faire accepter, et où tous tes collègues font de même, c'est compliqué de ne pas être tenté. Mais j'ai su me remettre en question depuis. Par exemple, on m'a énormément poussé à mépriser un certain y penser. J'ai jamais compris pourquoi il est autant détesté ce mec. Il y a des bails hallucinants, en effet, du coup on en parle vite fait dans les 3 dernières vidéos au sujet d'y penser, allez voir dans la playlist Tipeee. Il y a des bails phénoménales autour de y penser qui n'est jamais sorti de derrière les fagots. Il a été ostracisé, blacklisté, méprisé par l'ensemble de la classe youtubesque et streamesque. Le vilain petit canard. C'est ouf. Et il en est venu à fermer sa chaîne YouTube. Croissance rapide, relation avec Alexandre Astier, il avait tout d'une bonne cible pour les jaloux. Sans citer de nom, il y avait en particulier un youtubeur qui l'avait en horreur, sans jamais avoir daigné le rencontrer. Pourquoi ? J'aime pas sa tête, c'est une ordure. Et ses amis qui le suivent. Il faut avoir conscience de ses pratiques de meute. Prenez donc le temps d'y penser. C'est pareil. Ah, je le déteste, c'est une ordure. Ouais, mais pourquoi ? Ouais, c'était un con. Ouais, mais pourquoi ? Non, mais parce qu'il est comme ça. Moi, si tu me demandes pourquoi j'aime pas le truc, je vais te dire à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. J'apporte des arguments. Et encore une fois, j'aime pas, mais j'ai rien humainement contre la personne. C'est l'image derrière. C'est là la différence entre de la gaminerie qui aime pas et le mec qui aime pas, mais qui a des arguments solides, valables, cohérents, qui se comprend. Mais qui n'a pas une haine contre la personne, elle-même, humaine. Vous voyez la différence ? Non ? Si, je pense que si. D'ailleurs, j'ai fini par faire un mea culpa publiquement sur la question à l'occasion d'un événement où il avait lui-même été victime d'un acharnement. Et donc il retweet un tweet, lorsqu'il pensait, Bruce Benamran a dit qu'il pensait s'arrêter. Et Thomas Sirix a dit « Longtemps, j'ai entendu beaucoup de créateurs médire à sens unique contre y penser, une jalousie qui se cache derrière n'importe quel prétexte. Je ne le connais pas, mais quand je vois la mentalité, le zèle et les méthodes de ses ennemis, je ne peux m'empêcher d'éprouver une certaine compassion. » Bruce Benamran avait alors compris et liké ce tweet. J'étais content de savoir qu'une pensée positive avait pu atteindre sa cible. Ironiquement, un tweetos l'avait alors immédiatement interpellé en lui expliquant pourquoi lui, victime d'un cancel, devait absolument participer aussi au mien. Nos réponses parlent d'elles-mêmes. Bruce, je n'aime pas tes idées
Et je ne suis pas un grand fan de tes vidéos hors fiction, mais tu as conscience que c'est à peu près le pire soutien que tu pouvais avoir. Je ne le connais pas, je ne te connais pas, j'approuve en revanche le message et j'ai liké. Et soit dit en passant, je commence à en avoir ras le cul qu'on me demande le CV de chaque personne dont je peux entendre un message. C'est ça le pire. Le mec qui peut te donner un bon argument, si il est décidé qu'il faut absolument pas l'écouter, tous les arguments qui va sortir sont dégueulasses. Ce qui est con. Parce que c'est gamin. C'est juste gamin. On est à l'état primaire, collège, lycée. Lycée, normalement, non. Il y en a plus, mais bon. Et Thomas Iris répondait. C'est exactement le même raisonnement que j'ai. Et c'est exactement le genre de remarque qu'on vient de se prendre, qu'on en a marre de ce milieu toujours prêt à mordre pour aller dans le sens des dramas. Le harcèlement, on lutte contre ou on y contribue. Il manque un mot dans mon tweet, saurais-tu retrouver lequel ? Je sais pas. Enfin, pour parler bienveillance, il faut aussi aborder la question de la liberté. Quelle est notre liberté sur les réseaux sociaux et la plateforme de diffusion à nous autres créateurs ? Afficher le moindre désaccord ou le moindre doute envers les courants les plus répandus se transforme systématiquement en agression. Pardon, j'ai bien mangé. Pardon pour le rototo. Les moindres doutes envers le courant les plus répandus se transforment systématiquement en agression médiatique. C'est une pizza ananas, ça fait longtemps. Une hawaïenne. Nous jouissons d'une liberté d'expression totale, à condition de respecter scrupuleusement les limites de la pensée en vogue, sous peine de se faire directement et sans appel taxer de fascisme. Avec au moins deux conséquences. Le fascisme, le vrai, s'en trouve totalement banalisé. Et discréditer immédiatement toute parole dissidente empêche tout débat et braque les gens dans leur position, les consolidant. L'hypocrisie devient ainsi la norme. Pensez-y le jour où vous posterez un commentaire pour dénoncer quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Ce qui d'ailleurs tend souvent, plus ou moins, vers du harcèlement de meute au bout d'un moment. Voilà pourquoi je ne participe pas aux nombreuses dénonciations, utiles pour se faire une idée sur l'artiste. Je crois profondément à la liberté d'expression, et si les actes sont condamnables, évitons de tomber dans un totalitarisme intellectuel. Tendance qui m'amène à aborder la question de l'évolution personnelle dans un milieu qui encourage activement l'hypocrisie, l'opportunisme et récompense la surconsommation. Comment peut-on évoluer en tant que personne ? Eh bah franchement, ouvre toutes les vannes, toutes les vannes. Tout, tu censures plus rien, tu dis tout. Tu te feras allumer, mais alors, le final, il sera tellement... Stuntman Ignition. Bien au-delà de l'évolution financière tant évoquée, l'être humain doit avant tout évoluer dans son humanité tout au long de son parcours de vie. Or, je constate que le YouTube Game est un terreau assez hostile à une telle évolution. En effet, comment devenir plus honnête dans un milieu qui récompense l'inverse de l'honnêteté ? Comment devenir moins matérialiste dans un milieu construit par et autour de la surconsommation ? Comment devenir plus cultivé alors même que nous explique que la moindre série animée n'aurait d'un point de vue culturel rien à envier aux plus grands philosophes de notre histoire ? Tout cela manque cruellement d'humilité. Ce milieu a ainsi la fâcheuse tendance à casser les gens comme un enfant casse ses jouets, et nous y participons tous à un moment, plus ou moins. Je ne saurais trop conseiller de revoir nos habitudes, et peut-être accorder le bénéfice du doute plus souvent. Et la curiosité à un créateur peu connu plutôt qu'à la vidéo populaire. Des valeurs que je continue de défendre dans les foules comme les déserts. J'ai l'impression de me répéter, c'est sans doute parce que je me répète. Au fil de l'écriture des chapitres, je vois inlassablement le public reproduire les mêmes erreurs, seuls les acteurs changent. Après tout, nous faisons tous partie de ce milieu. Nous faisons ce milieu. Nous sommes ce milieu. Contrairement à ce que mes critiques pourraient laisser penser, je n'ai pas dans mon caractère la rancune tenace. Si l'on me laissait vivre tranquille, je ne pourrais haïr personne à long terme. La vie est trop courte et quand on a la chance d'être bien entouré, le bonheur qui s'offre à nos yeux se substitue naturellement aux mémoires de la haine. Mais après m'avoir pourri pour plaire à leurs amis et surfer sur une tendance ou régler des conflits à sens unique, rares sont les anciens du monde de YouTube qui m'ont contacté pour mettre les choses à plat en traître civilisé. Je lutte contre les dramas, mais je n'ignore pas pour autant qu'il y en aura toujours dans le milieu. Comme tous les débordements, je ne peux que dénoncer les méthodes et espérer être entendu par une infime minorité. J'aurais aimé discuter autour d'un verre avec les anciens, se remémorer les bons et les mauvais moments, franchement.
Je suis sûr que ce moment viendra. Allez. Ouais, franchement, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, il faudra peut-être crever l'abcès. On aurait pu faire des réunions, peut-être même des lives, souvenirs. Voilà qui aurait fait le plus grand bien à tant de gens. Une part de moi veut toujours vivre dans la paix, et est sans doute assez naïve pour penser qu'il y a toujours une porte pour cela. Mais l'expérience prouve que ce n'est pas possible avec tout le monde. Il faut être bien malheureux et avoir le cœur bien étroit pour choisir délibérément de vivre toute sa vie dans la haine. Ce n'est pas naturel pour tout le monde. J'ai heureusement gardé des solides relations avec d'anciens collaborateurs que je revois aussi autour d'un verre et rencontre régulièrement de nouvelles personnes intéressantes. L'exposition et la notoriété sur les réseaux ont un début et une fin. Alors autant s'intéresser aux humains derrière plutôt qu'au succès. Non. J'aime les chiens, j'en mets où je veux et c'est souvent dans la gueule. Il y a quelque temps, j'ai retiré toutes les vidéos que j'avais faites en collaboration avec des gens qui par la suite ont tenté de me nuire. On me demande régulièrement pourquoi. Je vais tâcher de vous répondre. Bon après ça je peux comprendre, au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. J'aurais tant aimé pouvoir offrir aux fans à tous les gens que le collectif avait inspiré un moment de nostalgie apaisée. Mais cela n'arrivera jamais. Il y a trop d'intérêt en jeu pour les gens qui ont créé l'affaire Voxmenters en mai 2019, même si une partie a peut-être participé pour suivre le groupe. Quand en mai 2019, l'affaire a éclaté, plusieurs anciens collaborateurs avaient sorti des vidéos en même temps pour me salir au maximum. Sachant pourtant que je subissais alors déjà la haine provoquée artificiellement du public, top tendance Twitter. Des gens ont choisi en leur âme et conscience d'apporter leur témoignage. Des gens que j'ai connus, avec qui je me suis plus ou moins bien entendu, à qui je n'ai pas fait de mal, et qui ne me parlaient pas. Des gens qui savaient que rajouter leur témoignage, même vide de preuves, de faits et de sens, allait me suivre et me condamner dans la tête des fans pendant des années. Ils étaient tous parfaitement conscients que je subirais harcèlement et diffamation à très long terme, là où leur mémoire et leur jugement étaient défaillants, leur conscience aurait dû les arrêter, et pourtant ils l'ont fait. Ils ont choisi de témoigner, d'apporter un soutien à une bande organisée qui n'en avait absolument aucun besoin. Pour détruire une personne et une carrière en toute connaissance de cause, ce n'est pas anodin. Puisque une bonne partie aussi de ces Voxmenters cherchent à faire avec ma chaîne également. De me cancel, de me détruire sur les réseaux sociaux, que j'existe plus. Continuent leur harcèlement, leur instrumentalisation, leur militarisation de leurs idoles les plus chevronnées. Mais eux, comme ils sont dans le camp du bien, du coup, eux, c'est bon. Il n'y a aucun problème. Je ne peux donc pas décemment continuer de faire des vues sur la moindre collaboration, avec des personnes capables de tels actes. Désolé donc, ces vidéos que vous aimez ont définitivement disparu, emportées par la bêtise et la haine, et rassurez-vous, ils continuent plus ou moins discrètement. Par contre, Thomas, t'as sûrement les rushs de tous les lives à gauche que t'as fait, peut-être, j'espère. Fais des petits extraits. Les trucs les plus tendancieux, borderline, abusifs. Je me souviens d'un live sur... Oh putain, un de mes jeux favoris sur NES. Un de mes jeux favoris sur NES. Un des meilleurs jeux qui existent sur NES, s'il vous plaît. Battle of Olympus. Battle of Olympus, un des meilleurs jeux qui existent sur NES. Que j'ai joué énormément avec mon grand-père. On s'en fout. C'était un live. Et je sais plus de quoi parlait Thomas Sirix. Et il avait une copine qui faisait du topless à la plage. Tu sais, les seins à l'air. Et je vous paraphrase, hein, l'extrait est assez connu. J'en ai même parlé vite fait sur ma chaîne, mais alors je sais plus quelle vidéo. Et un des Voxmakers, je ne sais plus lequel justement, donc du coup je vais éviter de dire le nom parce que le doute me trahit, mais peut-être que ça me reviendra. Un des Voxmakers a dit « Ouais, les nanas qui font ça, c'est toutes des putes. » Et Thomas il prend la défense. Mais non, mais c'est juste que... Non, enfin, non. Si. Ah bon, d'accord. J'ai raccourci, hein. Mais voilà, de tous ces petits extraits, Thomas. Et après, tu prends comme ça, tu fais... Tu vas voir, ça fait un bien fou. Désolé donc, ces vidéos que vous aimez ont définitivement disparu, emportées par la bêtise et la haine. Et rassurez-vous, ils continuent plus ou moins discrètement. Et donc il met un extrait d'un tweet, 2 ans et demi, 30 mois que ma carrière de vidéaste est ruinée, ma réputation aussi, et il continue de salir, pour être sûr que les gens n'oublient pas, immonde. Mais les gens ne sont pas idiots.
À la longue, ils voient de quel côté sont les non-dits, le harcèlement et la haine. Surtout au bout d'un moment, tu te rends compte que les autres sont quand même... Avec les arguments qu'ils balancent au fur et à mesure, tu te dis « Quoi ?» Pour finir, il m'arrive de repenser à tout ce que j'aurais fait si je n'avais pas été torpillé en 2019. J'avais ce projet qui me tenait à cœur d'une association anti-arnaque, avec un gros site qui classerait un max d'escroquerie et comment s'en sortir, ça aurait tellement aidé. J'avais commencé à en parler à un certain de la Tomato Team, j'avais même commencé à rédiger des statuts de l'association. Avec des interventions et tout un annuaire pour aider les gens à ajouter des arnaques à dénoncer un site collaboratif. J'en aurais parlé à Signal Arnaque et UFC Que Choisir. Je pensais aussi à faire un peu de radio locale, quelque chose qui aidait vraiment les gens tout en divertissant. On va pas se mentir, je n'ai jamais eu le temps de finaliser le concept, mais ça me bottait bien. Sortir de la scène YouTube, récolter des dons pour des bonnes causes, et aussi pour notre propre association, monter une équipe, tout ça. T'as qu'à aller discuter sur les radios libres comme Zioclo ou ce genre de choses si t'aimes bien la radio. Et puis rencontrer les gens. Vous rencontrer. Vous saviez que j'avais contacté une paire de salles dans des cafés-théâtres, faire un show d'1 heure, et après rester à manger tous ensemble tout simplement. Ma chaîne montait beaucoup, si je n'avais pas été cartonné en 2019, tout indiquait que j'aurais eu plus de 200 000 abonnés aujourd'hui. Des revenus conséquents pour financer tous ces projets, les gens me faisaient confiance et vraiment ils n'auraient pas été déçus. Et non, je n'aurais pas continué la convention manga, etc. Cet univers ne me correspond simplement pas, j'ai toujours préféré des échanges plus simples comme dans un café, avec les gens plutôt que des filles de dédicaces en mode robot sourire photo. Des fils, pas des filles. Ah, et bien sûr, j'aurais eu les moyens de salarier un monteur pour faire plus de vidéos et surtout reprendre ma série étrange high-tech. J'aurais adoré vraiment. J'aurais présenté des machines que vous imaginez même pas. Avec les dons qui montaient, j'aurais pu retirer toutes les pubs de mes vidéos. Un projet éthique de A à Z, quelque chose de vrai. Ça aurait donné beaucoup de sens, vous savez. À tout ça, à cette chaîne, à mon activité. Oh, et bien sûr, je me ferais plaisir. Voyager, prendre des vraies vacances pour une fois dans ma vie, voir d'autres cultures, ouvrir mes horizons et en rentrant m'en inspirer pour mes créations. Et aussi, j'aurais pu aider certains proches que je ne suis plus en mesure de soutenir malheureusement. Vous me direz, avec le confinement, certains projets auraient été compromis. Oui, sans doute, mais l'essentiel n'aurait pas été trop perturbé. Et surtout, après le succès de la pétition pour aider le Michael Jackson de Nice, Quoi J'aurais pu aider d'autres personnes qu'on n'entend pas crier. Il y avait un Michael Jackson à Nice ? Quand on a une visibilité, un pouvoir, on a la responsabilité de contribuer à rendre ce monde meilleur. Alors là, je suis pas d'accord avec toi. Sur cet argument, je suis pas d'accord. On peut aussi foutre le feu pour rigoler. Bien sûr, aucun d'entre nous n'y arrivera. Mais ce n'est pas une excuse pour ne pas faire sa part. Notre monde n'est-il pas ce que nous en faisons ? J'aurais aussi pu financer le YEX et démocratiser un système qui met enfin équitablement tous les créateurs en avant pour donner leur chance aux nouveaux, plutôt que les forcer au copinage commercial. Je n'aurais peut-être rien réussi de tout ça, mais au moins j'aurais vraiment essayé de les faire évoluer ce milieu. Ça a vraiment failli être possible tout ça, on était sur la voie, et rien que pour le bout de chemin passé ensemble, j'aurais voulu remercier chaque abonné, chaque like, chaque don. Ça fait chaud au cœur, vraiment. Tout cela n'existerait plus jamais maintenant, mais au moins vous savez ce qui aurait pu être. Et le fait que tout cela ait réellement failli exister m'emplit d'espoir. J'aimerais qu'on ne se souvienne que de ce moment où tout était possible parce que c'était le plus beau. Et par-dessus tout, parce qu'il était vrai. Merci à toutes et à tous. Message déjà posté il y a quelques mois sur Twitter à ma communauté. Heureusement que j'ai fait des études qui me permettent de reprendre le cours de ma vie en dehors de YouTube, mais je m'inquiète pour celles et ceux... Je déteste cette syntaxe, mais celles et ceux... Je déteste ce truc. Je sais pas pourquoi ça me... D'un coup, j'ai été temps qu'il faut... Mais je m'inquiète pour celles et ceux qui se lancent à cœur perdu dans ce milieu sans avoir de bagage universitaire pour rebondir en cas de problème. Ne perdons jamais de vue que YouTube, Twitch, TikTok et compagnie ne feront pas toujours de la croissance. Tout cela reste plus ou moins du divertissement, ne négligeons pas l'essentiel. Toutefois, les déceptions ne m'ont absolument pas démotivé à combattre les arnaques, ni à tenter d'aider mon prochain. J'ai encore des choses à dire et à écrire, et je ne compte pas m'en priver.
Et pour conclure, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un like, commenter, partager sur chacun de vos réseaux sociaux, ainsi qu'à chacun de vos contacts téléphoniques et aussi par mail. Vous en aurez en tout pour environ 2 mois, mais sinon vous n'aurez pas le trophée de bienveillance, alors pensez au statut de votre... Vous pouvez apporter votre propre témoignage en commentaire, une seule règle, anonymisez tout. Soyez digne, nous sommes là à partager des expériences et non salir des gens. Évidemment, respectez le vœu de silence de Thomas, on rigole dans le texte, je rigole aussi quand je commente, respectez son vœu de silence. Mais si vous avez des dossiers, mon mail, vous savez où il est. Les faits présentés ici sont bien réels, mais pour respecter l'anonymat, évidemment, les lieux, les dates et les caractéristiques des personnes ont été changées. C'est un petit chapitre assez sympa, beaucoup plus personnel que les précédents chapitres, mais il est extrêmement frais et on a bien rigolé. Quoi qu'il en soit, je vous invite à regarder la série entière si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à découvrir Thomas Eric si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à vous abonner, à liker, à clocher, à phagocyter l'algorithme YouTube, et on se retrouve pour d'autres aventures.